Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui, on a une très très belle équipe, puisqu'on a de plus jolis titulaires que la semaine dernière. On a Fred, Nathan et Yves. Comment ça va les gars ? Ça va, au top. Et pas mal, on réussit quand même à être là super en avance et à être à la bourre quand même. C'est ça la feuille de match. On était quand même prêts à 19h07. C'est vrai. Et on arrive à être en retard. Ça va Fred ? Ouais, ça va bien, ouais. À la technique à la cabine, c'est Elliot. Comment il va Elliot ? Eh ben écoute, ça va très bien, merci de demander. Ça fait toujours plaisir de venir ici. Ben heureusement qu'on te demande, on va pas non plus. Ouais, mais c'est. Ouais, oui. Parce que Vincent t'a pas demandé la semaine dernière ? Non, on lui tapera sur les doigts. Et on a un invité avec nous, c'est le grand gagnant de la carte Dika Pass. C'est Ludovic. Comment il va Ludovic ? Ouais, ça va super, merci. Et vous ? Bienvenue à toi, merci, ça va. Merci. Bienvenue dans l'émission. Donc Ludo il va nous raconter tout son parcours, toute cette chasse au trésor qu'il a faite pour retrouver toute cette carte. Au programme, donc on va parler de tout ça. On va parler aussi un peu des news, des matchs amicaux de la N3, des U19, sachant que ça se passe en ce moment. On va pas pouvoir trop en parler, mais on vous donnera au moins les matchs. Ensuite, on fera un long débrief de TFC Nice parce que c'était la première journée de Ligue 1, messieurs, et on y était tous. Donc, on va pouvoir parler longuement de tout ça. Ensuite, on fera la preview 3 TFC avec Benoît du Café Troyen sur Twitter qui sera avec nous par téléphone. Et on terminera par l'interview supporter de Ludo qui est avec nous dans les studios. Voilà pour la 165e émission, le programme. Vous pouvez bien sûr réagir en direct sur Twitter avec le hashtag F2M Toulouse ou sur notre page F2M Foot, sur la vidéo Facebook live qui est sur notre page, ainsi que celle de Radio Occitanie, et ou en message privé sur le compte Instagram. C'est Nathan aujourd'hui qui va gérer les réseaux. Donc n'hésitez pas à lui répondre, enfin à lui envoyer des messages, et il essaiera de nous faire lire tout ça. On embrasse bien sûr les absents Mehdi et Vincent qui sont pas là, et ça fait du bien. N'hésitez pas à les insulter. Et Auxence, c'est vrai, mais Auxence, on l'aime bien. Donc c'est pour ça qu'on l'a oublié. Allez, c'est parti les gars. Messieurs, du coup on va commencer avec les petites news. Aujourd'hui on a la N3 qui joue face à Bergerac, donc il joue à 18h, donc les résultats vont tomber d'ici peu. On va vous tenir au courant, et actuellement il est 20h03, donc le coup d'envoi a été donné entre les 19 nationaux du TEF et la R1 de Portée. D'ailleurs je fais un gros coucou à Michael Guerrero qui est le coach de Portée, qui est mon collègue de taf tout simplement. Donc je lui demanderai des petites infos sur les U19 pour savoir qui c'est qui les a impressionnés ou pas. On va pas s'attarder du coup sur les résultats, ils sont toujours en préparation. Les féminines aussi ont repris les chemins de l'entraînement. On vous tiendra au courant dès qu'il y aura des nouveaux matchs et des matchs de prépa, comme chaque mardi sur la F2M Toulouse. Maintenant on va passer à toi Ludo. Ludo, tu as été invité parce que tout simplement tu as gagné la carte des 10 000 abonnés. Donc le TEF a lancé une campagne d'une carte très spéciale avec plein de cadeaux. Il fallait faire une sorte de chasse au trésor dans tout Toulouse. C'est ça. Écoute, raconte-nous tout ce périple du début jusqu'à la fin. Alors, comment ça s'est passé ? C'est une histoire assez longue. Donc tout d'abord, le club a sorti une vidéo d'1 heure qu'il a mis en ligne sur YouTube, et dans laquelle il y avait des indices pour trouver cette fameuse carte. Donc en rentrant du travail, j'ai regardé cette vidéo d'1 heure. C'était assez long, il fallait rester attentif pour trouver les indices. J'en ai trouvé certains, mais ça n'a pas suffi pour trouver la carte dès le premier soir. Mais le lendemain, j'ai eu quelques indices supplémentaires via le compte du club, que tout le monde a eu d'ailleurs. Et le soir même, j'ai été dans les premiers à trouver où était la carte. Donc le community manager du club m'a appelé pour me dire où se situait pour me dire que la carte était au bon endroit, et donc me donner l'indice final pour trouver la clé. Donc à ce moment-là, on venait d'apprendre qu'il y avait une clé pour trouver la carte, parce qu'au début on croyait qu'il fallait seulement trouver la carte. Donc le lendemain matin, je me suis levé à 5h, je suis arrivé au stadium à 6h et quelques, et j'ai commencé à chercher. Oui, je voulais trouver. Et donc j'ai ratissé tout le secteur du stadium, sous le pont, sur le pont, les barrières partout, les murs, tout ce que je pouvais trouver, et j'ai rien trouvé. Puis après j'ai fait des allers-retours aussi au Capitole, parce qu'on avait un indice c'est là où tout a commencé. Donc je me suis dit que c'était peut-être là où le club a été fondé. Donc je suis allé au Capitole, là où le club a été créé, et il n'y avait rien non plus. Donc j'ai fait 2 allers-retours comme ça, je suis revenu au stadium, puis j'ai attendu. On a eu un autre indice qui était le geste le plus populaire au monde. Donc pendant un certain temps, j'ai pas trouvé ce que ça pouvait être. Puis après, j'ai pensé au petit pont.
qui était donc le geste au foot, mais aussi le pont du stadium. Donc Pas mal. je me suis dit que ça pouvait être sur le pont. Et pas mal de gens ont commencé aussi à penser à ça. Et finalement, j'ai reçu un dernier indice, comme tout le monde d'ailleurs, qui disait que c'était sur le pont du stadium, dans les premières secondes de la vidéo d'une heure, donc qui avait démarré sur le pont. Et donc ce message nous disait aussi que c'était sur la barrière du pont. Donc tout le monde a commencé à chercher sur la barrière, mais il n'y avait rien. Parce que tout le monde était déjà passé plusieurs fois dessus. On était tous passés 3 fois ou 2 fois ou plus même pour la trouver sur la barrière. Il n'y avait rien. Donc je me suis dit que ça devait être sous la barrière. J'ai cherché sur plusieurs dizaines de mètres sous la barrière et au bout d'un moment, je suis tombé sur la clé, un petit morceau de scotch marron et c'était la clé. Bien. Une belle expérience quand même, enfin, Ouais. une vraie chasse au trésor. Enfin, tu t'as dit que tu t'es levé à 5 heures, des allers-retours au stadium, le Capitole, etc. Comment toi t'as vécu cette expérience de tout ça? C'était fatigant. Déjà, à la fin, j'étais assez exténué. C'était vraiment très fatigant. En plus, il faisait chaud, donc voilà. Et puis, je pouvais pas utiliser non plus mon téléphone. Je voulais garder la batterie, donc au final, j'avais pas grand-chose à faire. Je suis allé me balader un peu dans le stadium, et puis c'est tout. Il y avait pas... C'était de l'attente aussi, donc. Est-ce que t'as posé avec un maillot pour dire que t'étais une recrue parce qu'apparemment Non. non, pas dommage. Non, J'ai ça. j'ai pas refait le coup des 2 jeunes supporters, mais. On les embrasse d'ailleurs. Mais non, ouais, c'était une journée longue et assez fatigante, mais bon, je suis content à la fin. Est-ce que tu as vu d'autres gens chercher aussi? Est-ce que ça se remarquait, les gens qui cherchaient? Est-ce que tu as discuté aussi, peut-être avec d'autres gens, d'indices ou quoi? Oui, alors déjà la veille dans la ville, je voyais des gens qui cherchaient aussi partout là où le club a laissé des indices. Donc il y avait des gens seuls ou des gens à 2 ou 3 qui cherchaient, qui le disaient, ou sinon ça se voyait aussi. Et après oui, le jour même au stadium, on était beaucoup à chercher. J'ai croisé quelques personnes avec qui j'ai pu discuter aussi, qui cherchaient aussi, qui étaient aussi dans l'impasse parce que c'était compliqué. J'en ai croisé certains au stadium et au Capitole quand j'y suis allé ensuite. Et puis au final, bon, c'est croisé à... Il y avait beaucoup de monde sur le pont à la fin. Ouais, tu m'étonnes, il doit y avoir pas mal de gens qui ont dû t'envier aussi, surtout quand tu as trouvé la carte. Mais tu n'es pas le premier à avoir trouvé la carte officiellement. Non, la carte, disons que on ne savait pas vraiment quand la carte était trouvée. Il y avait, vu que c'était à la boîte aux lettres, c'était pas l'endroit où tout le monde se rassemblait. Ça s'est trouvé progressivement. Et c'était pas un lieu de rassemblement comme au stadium quand il s'agissait de trouver la clé. C'est là où tout le monde était réuni, c'était vraiment au stadium à la fin. Et surtout, il y en a un qui te l'a volé la carte. Ouais. Ça a tourné sur les réseaux. Il y a un mec qui l'a pris genre normal, j'ai envie de dire, mais ce n'était pas toi. Non. Est-ce que du coup, tu as vraiment récupéré la carte? Oui, je l'ai récupéré tout à l'heure. On est allé retourner la vidéo qu'on devait tourner samedi dernier justement. Et là, donc qui sortira bientôt sur les réseaux du club et j'ai pu justement récupérer enfin la carte. Oui. Qu'est-ce que te donne comme accès cette carte? Est-ce que tu peux le rappeler aux auditeurs? Alors tout d'abord, mon abonnement est remboursé, Bien. donc c'est toujours ça de prix. T'étais abonné? Oui, j'étais déjà abonné cette saison et la saison dernière. Ensuite, j'ai gagné un match en VIP, donc le match de mon choix. Ensuite, un entraînement privatif avec les joueurs et une rencontre avec eux. Et enfin, un maillot dédicacé par les joueurs. Bon, bah, c'est pas mal. Voilà, et une invitation sur Radio Occitania. Je pense que c'est peut-être le plus beau cadeau, ça. Voilà. Tu le rappelleras au club, comme Oui. ça, ils finiront par nous donner un partenariat. Ça marche, pas de souci. Messieurs, vous avez pensé quoi de cette initiative du club, de cette carte d'ICA, là, cette chasse au trésor? C'est bien, ça fait vivre autour du club. A priori, ça a créé de l'engouement autour de cette action. Moi, j'avais une question pour toi. Tu as autant d'engouement et tu es aussi motivé quand il faut se lever pour aller bosser? Ah, c'est pas la même chose, ça c'est sûr. C'est plus une contrainte, mais bon, là, je l'ai fait pour le plaisir. Donc, Ils vont te mettre une carte d'ICA, tu sais, au taf tous les matins. Nathan, t'as pensé quoi, toi, de ce petit... Ouais, ça reste. Com. Ça reste dans la lignée de ce qu'on voit depuis pas mal de temps au TF. Donc, à savoir animer un petit peu une communauté, des réseaux. Voilà, ça reste mignon, ça reste gentil. Ça fédère un petit peu. Voilà. C'est pas grand chose à dire de plus. C'est bien. Fred, donc je te donne la parole. Je tiens à te remercier pour les petites bouteilles d'eau que tu nous as données. Oui. Parce que c'est très agréable. C'est un endroit ici où c'est que les bouteilles d'eau sont autorisées. Et où c'est que les visiteurs
Non pas un grillage. plexiglas, je sais pas. T'as pensé quoi, toi, avant qu'on enchaîne sur le match de Nice? Moi, pas grand-chose, en fait. Non, je t'avoue, ça m'inspire pas grand-chose. Moi, j'avais une question. Je veux pas être méchant avec toi, Fred, mais t'es pas la cible de ce genre. Non, c'est pas C'est comme moi, on a passé la date de péremption. pour ce genre C'est de surtout choses. qu'il voulait pas se lever à 5h, c'est pour ça qu'il ne veut pas le dire en fait. Non, déjà, je regardais la vidéo au départ et j'avais pas compris qu'elle durait 1 heure. Donc après, je voyais. C'est surtout ça le problème. Il dit j'avais pas compris qu'elle durait 1 heure, c'est pas ça. Tout à l'heure, il nous a dit qu'il avait rien compris. Non, C'est différent. Et en gros, les indices, c'était quoi et il y en avait combien? Les premiers, je m'en rappelle. Je vais inverser, il y en avait combien Ouais. et c'était quoi? Alors combien? Il y en a eu un peu moins d'une dizaine, je dirais. Alors je me rappelle plus tout à fait des premiers. Il y en avait, c'était pour le numéro de l'adresse où était la carte. Donc c'était le numéro des maillots de Nicolas Hyssen et Roux qui étaient en photo, côte à côte. Ensuite il y a eu 2-3 autres indices qui permettaient de, surtout dans la vidéo. C'était 24 ou 2 et 4, genre 6? C'était 24. 24, ok. 24. C'était un bar à Place de la Bourse. Et après, il y a eu surtout des indices dans la vidéo. Alors, je ne me rappelle plus beaucoup. Je les ai même pas tous vus d'ailleurs, parce que c'était un peu compliqué. Et après, pour la clé, c'était sur Twitter. Le club nous envoyait des messages à ceux qui avaient déjà la carte, qui savaient où elle était. Et ils nous envoyaient des messages sur Twitter pour ensuite trouver peut-être la clé. En tout cas, écoute, félicitations. Merci. Ouais. Parce que un grand périple t'as attendu, tu as bien rempli, puis avec des bons cadeaux, abonnement remboursé, petit entraînement, match en loge. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, puis ils sont jeunes, ça les occupe. Non, mais c'est vrai, ils sont en vacances. Du coup, la chasse au trésor, t'as connu toi ou pas sur France 3? Parce qu'on cherche des participants. La carte au trésor, ouais. Exactement. Merci Yves. Un connaisseur. C'est ma génération. Mais en tout cas, bravo Ludo. Mais vivement que le TEF fasse ça avec des hélicoptères, etc. Ça voudra dire qu'on est très loin, très bien. Ce sera pour la Champions, ça. Allez, en parlant de sportifs et de football, on va revenir sur le premier match de cette Ligue 1 entre le TFC et Nice. Je pense qu'aujourd'hui, je suis prêt pour la Ligue 1. Je suis plus un enfant. Et du coup, c'était l'ouverture de la saison pour nos Toulousains, le retour à la Ligue 1. 20 000 spectateurs présents pour ce premier rendez-vous, une très belle première. Fais ton travail, sois précis. Dis plus de 20 000, on n'était plus de 20 000. Plus de 20 000, c'est vrai. 20 647 pour être précis, je crois. C'est vrai. Mais j'ai pas ma carte de presse. Si tu la veux, il va falloir travailler un peu. J'ai une blague en tête, mais je la ne sortirai pas. des choses en valeur, comme ça. Ouais, pardon. Moi, avant qu'on commence, les gars, avant qu'on débriefe le sportif, je vais lancer un gros coup de gueule parce qu'il y a des choses qui m'ont un peu énervé. J'aimerais juste saluer les responsabilités de notre cher LFP qui interdit des bouteilles d'eau dans les stades. Donc je pense qu'on sait par rapport à. Alors c'est pas la LFP qui interdit les bouteilles d'eau dans les stades. Non, c'est la loi. C'est la loi. C'est pas uniquement dans les stades, c'est maintenant dans tous les événements recevant du public. Ce qui peut servir de projectile est interdit. C'est encore pire. Mais du coup, mettre un match à 13h en pleine canicule dans une région qui est classée sous sécheresse, c'est un petit peu compliqué, sachant que les bouteilles d'eau du coup étaient interdites. Donc c'est bien de continuer à faire le projet de loi dans nos bureaux climatisés. Mais là, pour moi, je trouve que c'est surtout un grand n'importe quoi et c'est surtout avant tout dangereux. Pour expliciter tout ça, on a vu des gens faire des insolations ce week-end. On a vu des enfants aussi en faire partir avec les pompiers. On a vu tout simplement l'adjoint de Nice faire une insolation et surtout un spectacle, on va dire, sur le terrain où on a vu les deux équipes à la fin du match. Je pense qu'on a tous cette image en tête où ils sont tous effondrés, où ils étaient tous exténués. Donc c'est bien beau de vouloir promouvoir la Ligue 1 chez les Chinois, mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut penser à la santé des joueurs ainsi que des spectateurs. Et je tiens quand même juste à souligner que le club a fait un effort sur le fait de donner des gobelets en carton de la marque que je ne citerai pas, avec de l'eau, etc. Mais pour quelques infos, je crois que certaines bouteilles n'étaient plus disponibles à partir de la mi-temps, quoi, à part en virage ouest apparemment. Oui, je crois qu'il y en a eu un peu, que c'est un peu plus resté en virage ouest parce que il y a un peu moins de gens qui vont sur les buvettes de ce côté-là. Ouais. C'est vrai que ça se masse toujours du côté est, donc voilà. Mais après c'était prévisible. A priori, l'affluence n'a pas dû être bien envisagée non plus, puisqu'ils sont tombés en rupture de stock d'eau, alors que
bon, c'est pas des denrées périssables. Si t'en restes, tu les as pour le match d'après. Donc voilà, je pense que l'affluence n'a pas été anticipée. Et je vais le souligner d'ailleurs, c'était un peu surprenant pour tous ceux qui connaissent les matchs de reprise des buts au stadium et qui viennent depuis des années. L'affluence était incroyable pour un match comme ça. Ah, mais tu fais le comparatif avec Ajaccio la saison dernière. Ouais, mais même sans ça, mais les matchs de Ligue 1, on n'a jamais connu 20 000. C'était déjà quand t'avais 8 000 le premier match, c'était bien. Hein. T'es toujours 7-8 000 et puis t'es content parce que tu sais que c'est le premier match. Je serais curieux de connaître, vu qu'on fait 20 000 places, le taux de no-show. Le taux de no-show sur les abonnés, parce que c'est souvent des abonnés qui ont déjà pris l'abo et qui sont encore en vacances ou partis en vacances. Et ce serait assez rigolo de connaître le pourcentage de no-show, mais j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas tant que ça au final, quoi. C'est quoi le record d'affluence en Ligue 1 pour le TFC ? En Ligue 1 Sur un premier match ? Non, même... Je suis fermé. Je crois que c'est même plus que la capacité actuelle parce que c'était plus que la capacité actuelle parce que le stadium était plus gros, mais j'ai pas le chiffre en tête. Google est ton ami. Ouais. Moi je dirais. T'es chargé de trouver ça avant la fin, sinon t'es viré. Non, pour le mois d'août, franchement, c'était une très très belle affluence. Oui. Et vu la chaleur et tout, une très belle ambiance et un spectacle sur le terrain de grande qualité. Et après, on va y venir après, mais oui. Aux bouteilles d'eau qui ont manqué, moi j'ai un peu eu l'impression que ça a été fait dans la précipitation, qu'au départ c'était pas prévu peut-être. Si, c'était prévu puisque dès la réunion dirigeants supporters, on nous avait déjà annoncé que les bouteilles d'eau seraient vendues entre guillemets à prix coûtant, c'est-à-dire à 1 € au lieu de 3,50 € d'habitude. Donc voilà, il y a eu quelques efforts de fait, mais il y a eu un couac sur l'approvisionnement. Tout ça, moi, c'était pas pour vraiment tacler le club, parce que je trouve que le club a essayé de s'adapter à la situation, mais c'est au-dessus, là, au bout d'un moment. Moi, je vais quand même tacler le club un peu, parce que quand on leur a demandé s'ils avaient demandé le report du match, la réponse a été non, de toute façon, ce sera refusé. Alors c'est sûr que si on ne demande pas, on est sûr que ça n'arrivera pas, mais au bout d'un moment, il fallait demander et communiquer sur le fait que c'était refusé. Ces matchs peut-être dans les brancards. Ces matchs à 13h sont aberrants. Déjà de base, ces matchs à 13h sont aberrants et en plein mois d'août à Toulouse, face à cette canicule. Alors, aberrant, pas forcément. Un match à 13h, moi je t'avoue que ça peut être très cool pour passer un dimanche tranquille et pas rentrer trop plein mois d'août, etc. Mais pas au mois d'août. Bah non, bien sûr. Oui, voilà, sur un novembre ou un décembre où il fait bon, allez, pourquoi pas, mais en plein mois d'août. Ou même un novembre-décembre où il fait dégueulasse, tu préfères avoir le match dans l'après-midi où il fait un peu plus chaud que par moins de 10 à 21h. Donc voilà. Samedi soir, Mais après, c'est le problème de toutes ces programmations de télé qui ne laissent aucune marge de manœuvre et il faut jouer à tout prix. Ouais. Et après, moi j'aimerais quand même qu'on entende un peu les joueurs là-dessus aussi, qu'on n'entend pas. Y a Ramsey, je crois, qui a parlé, non? Ramsey en a parlé un petit peu. Ouais. Ramsey en a parlé un petit peu. L'UNFP parle régulièrement. Après, tu sais, c'est comme dans toutes les entreprises. Les gens qui prennent la parole et qui remuent. En général, le salarié est plutôt. Et après, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de clubs qui aussi. Les clubs pourraient mener un front commun sur ça. Ça serait l'occasion d'être unis. Les entraîneurs aussi. Les clubs, ils ont le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que ils veulent les droits télé, mais voilà, donc au bout d'un moment, ils privilégient le payeur. C'est comme partout. Allez, messieurs, on va passer sur un peu plus de positif. On va tout d'abord saluer la belle prestation des Indians, auteur d'un magnifique tifo encore une nouvelle fois pour l'entrée de nos joueurs avec le Guess Who's Back qui a animé toute la tribune brise. Donc on peut les féliciter tout simplement parce que c'est du travail, tout ça. Et je pense que tout le monde était très content d'avoir une belle scénographie à l'entrée de nos joueurs. On va enchaîner sur le fil du match. Alors première frayeur dès la 3e minute après un ballon perdu de Ratao, les Niçois récupèrent haut et percutent. On a Gouiri qui tente sa chance, Dupé totalement battu, mais ça passe de justesse à côté. Et le score reste sur 0-0. Et ensuite, nos Toulousains prennent le match en main, jouent au ballon, relance d'en bas et assurent, on va dire, la possession. Et sur une belle ouverture de Rouault, Dalinga trouve le poteau alors qu'il est tout seul face à Boulka. Ce dernier ouvrira quand même le score sur un centre de Lindab, Branco, Van den Boomen quelques minutes après. Ça fait 1-0 pour le TEF avec le premier but de Dalinga. On a Ngoumou aussi qui a été très actif sur son côté droit avec Dessler qui part dans le dos de la défense. Boulka sort et se trouve
totalement d'ailleurs. Et Nathan va mettre un centre pour Dalinga, mais c'est Todibo qui va sauver les Niçois et la mettre en corner. On aura quand même Stench qui trouvera la barre dans cette première mi-temps, mais c'est bien le TFC qui mène 1-0 à la pause, messieurs. Une belle première mi-temps de nos Toulousains. Nice revient avec de meilleures intentions. Ils sont très remuants avec un Thuram qui percute, mais Dupé sort très très bien dans ses pieds d'ailleurs. Ensuite, le dernier quart d'heure, le TFC est un petit peu dans le dur et malheureusement Ramsey viendra pour son premier ballon égalisé pour les Niçois. Et dans le temps additionnel, on a un Maxime Dupé qui nous sort une magnifique parade et qui nous garde tout simplement le point du match nul. On a une belle première pour notre TFC qui était à hauteur de l'événement avec un bon point pris. C'est une belle équipe niçoise, tout simplement. Je me retourne vers vous. Qu'est-ce que vous avez pensé du match ? On peut avoir ta lecture qui aurait été la mienne, puisqu'au début du match, je disais que ça serait bien si on arrivait déjà à prendre un point face à Nice et leur armada serait bien. Après, sur le déroulé du match, quand même des regrets, quoi. Surtout sur la première mi-temps. Alors non, pas que sur la première mi-temps, sur la deuxième aussi, parce qu'on voit on voit le déroulé des choses venir et il y avait moyen de réagir un peu mieux et de faire un peu mieux, à mon avis. Je pense en particulier qu'on a un peu tardé sur les changements alors que ça faisait déjà 5-10 minutes que certains joueurs, on voyait qu'ils étaient cuits et que l'égalisation niçoise vient de ce manque de fraîcheur et qu'il aurait fallu, à mon avis, réagir un peu avant. Alors après, je comprends aussi que Montagnier ait pu avoir peur de changer des choses parce que jusque-là, on était bien en place et on n'était pas mis en difficulté. J'ai été agréablement surpris par... c'est toujours difficile à dire. Je suis encore dans l'hésitation, j'attends de voir. Est-ce que notre niveau est vraiment très bon ou est-ce que Nice était faible ? Je pense qu'il y a un peu des deux, qu'on est plutôt pas mal, mais que Nice était quand même loin du niveau qu'ils vont avoir sur cette saison. Parce que... c'est au-dessus Nice, quand même. C'est censé être au-dessus sur le match, je suis pas d'accord. Mais je pense que sur la saison, ça fera un top 5, top 6, top 7 peut-être, je sais pas. Voilà, donc c'est pour ça j'ai du mal à... quand même de Toulousain. J'ai du mal à appréhender notre niveau réel. Oui. Donc voilà, là pour le moment, ça a eu l'air d'être un bon match. On n'a pas balancé, on n'a pas paniqué, on a toujours cherché à reconstruire de derrière avec des joueurs qui ont semblé... pour certains, beaucoup plus sereins qu'ils ne pouvaient l'être par moment l'année dernière. Je pense à Nicolas Hyssen, qui avait tendance un peu régulièrement, quand c'était chaud, à balancer. Là, on ne l'a jamais vu paniquer. Ça a toujours essayé de relancer dans les pieds, de relancer propre, quitte à parfois se mettre un petit peu en danger. Mais bon, c'est le jeu. Au moins, ça a été un match super agréable à suivre, malgré les conditions et tout. Je pense qu'on avait un bon match de foot. On pris du plaisir à être là et c'est de bon augure pour la suite. Moi, c'est la première mi-temps, vraiment. On disait qu'on a eu quand même la même mise sur les 3/4 du match ou les 20 dernières minutes. On lâche un petit peu, mais la première mi-temps, je l'ai trouvé totalement maîtrisée, avec une philosophie offensive assez intéressante. Un bloc haut aussi, j'ai en tête quand Rouault lance Dalinga, où Rouault, il est quasiment milieu de terrain. Donc voilà, il y a quand même... Ça prouvait que le TF avait envie de faire des choses assez intéressantes. Et puis après, derrière, j'ai beaucoup aimé la combinaison entre Dessler et Ngoumou, côté droit. Donc on a dit tout à l'heure, on ne sait pas si c'est Nice qui a été moins bon ou nous qui avons été à la hauteur. Quand tu vois comment ils ont fait tourner la tête à Melvin Barr sur le côté, avec les dédoublements, les 1-2... Catastrophique. Pour moi, c'était vraiment... on voit une équipe aussi qui est prête... qui a des automatismes par rapport à l'an dernier, puisqu'on n'a pas changé grand-chose aussi face à une équipe de Nice qui était un peu plus dans le doute, et on sent qu'il va leur falloir du temps pour assimiler et avoir des automatismes meilleurs. Mais sinon après, j'ai trouvé Spearings aussi, taille patron. Bon, je vais un peu me calmer sur les 20 dernières minutes où c'était un peu plus, on l'a senti fatigué. Non, taille patron, tu peux le dire. Mais oui, précieux à la récupération. Shaibi, que j'ai trouvé intéressant aussi. Au milieu, je trouve il y avait vraiment une même mise. C'était hyper construit. Et puis voilà, comme l'a dit Yves tout à l'heure, c'est les changements qui ont tardé. Dalinga, il était cramé 10 minutes avant. Je faisais la réflexion avec un pote, je lui dis il faut qu'il sorte, quoi, parce que ça va nous coûter des points. Et puis effectivement, il y a des pertes de balles. Et puis après, ça en est suivi ce qui s'en est suivi, quoi. Mais dans l'état d'esprit, dans ce qu'a envie de montrer le TF, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des choses qui promettaient, quoi, pour cette saison. Après avoir aussi, on est toujours sur une bonne dynamique.
On est toujours sur la dynamique de la saison dernière, mais voilà, à voir comment ça se passe face à des équipes de notre championnat, quoi. Fred, on a mis un 4-2-3-1 en place, différence du 4-3-3 de l'année dernière, avec un petit Fares Shaibi qui a fait son apparition, qui est récompensé de sa très belle préparation. Qu'est-ce que tu as pensé toi, de ce milieu à 3 que cette pointe haute côté toulousain? Alors, c'est vrai qu'on arrivait un peu sur la pointe des pieds, quoi. Donc on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Le premier match en D1, en Ligue 1, contre Nice, prétendant donc au haut de tableau. Avec un milieu de terrain, on se disait, est-ce qu'ils auront le niveau? Est-ce que Van den Boomen aura le niveau Ligue 1? Est-ce que Spearings aura le niveau Ligue 1? Est-ce que Shaibi, qui sort un peu de nulle part pour ceux qui ne suivent pas trop le TEF, donc première titularisation. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du petit Fares Shaibi? Moi, je trouve qu'il est actif. Enfin, bon, il avait déjà été. Je l'avais vu jouer contre Clermont en prépa. Ouais. Il a affûté physiquement aussi. Et je le découvrais là. Ouais, c'est un jeune qui est déjà assez solide sur ses appuis, on va dire, sur ses jambes, qui est vif, qui est très très actif au milieu, qui n'hésite pas sur la largeur et sur la longueur, donc à se déplacer de gauche, droite, monter, descendre, qui a l'air assez fin techniquement, mais qui a cette puissance physique qui à son âge est quand même, bon, je dirais pas rare, mais qui est quand même très intéressante, quoi. Donc ça lui permet de défendre, ça lui permet d'attaquer, enfin de participer aux attaques. Ouais, non, il a beaucoup participé dans le jeu. On sent surtout une très bonne vision du jeu, ouais, et une énorme totalement. Intelligence. Il pue le football ça, je suis d'accord. Il pue le football à 200 km et c'est ça qui est le plus intéressant, parce que des joueurs techniques, il y en a des milliers. Il y en a des wagons. Mais je vais faire une comparaison un peu, mais à mon avis, il a l'intelligence tactique et la vision du jeu qui manque un peu à Ngoumou par moment. Alors ils sont les deux techniquement sans très très bons, bien sûr. Que ça a tendance à avoir des facilités même avec le ballon. Mais par contre, il y a ce coup d'œil, cette vista. Il joue simple. Moi, j'ai revu le match lundi. Au stadium, j'avais pas été impressionné. Je me suis dit, ouais, il a pas fait un bon match, mais j'avais pas trop regardé. Rien d'éclatant. Ouais, c'est ça. Rien d'éclatant. Et quand je l'ai re-regardé lundi, ça prend. Je l'ai re-regardé lundi, je me suis vraiment fixé sur lui. Là où il faut, en fait. Il joue très simple. Ouais. C'est-à-dire que le mec, il met pas 2-3 touches de balle. Si vous la mettre en une touche, il te la met en une touche. Et d'ailleurs, il y a une action à un moment donné avec Dessler, Ngoumou et Shaibi qui remet sur Dessler. Le mec, il est dans le tempo, il est dans le. Enfin, il joue simple. C'est un peu ces joueurs qu'on appelle machine à laver, c'est-à-dire que tu donnes des ballons et puis il se démerde et le ballon il te le remporte. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et c'est très intéressant. C'est à revoir en tout cas. Oui. Et moi, je pense qu'on le reverra parce que a priori il a fait son trou et il part dans la peau d'un titulaire clairement, quoi. Aux jeux de Montagnier, je pense, clairement. Et ce qui m'avait marqué aussi, c'est avec Fred, là, c'est le travail qu'il a batté aussi derrière, à la récupération et la projection, projection vers l'avant aussi. À chaque fois, il avait la vista, il avait la vision du jeu. Et c'est vrai qu'il m'avait bien marqué quand on avait été. Après, il y aura des choses à travailler, je pense, sur la longueur. Il est jeune, c'est normal. Mais après, c'est un milieu qui est intéressant. Quand on a le ballon, ça va jouer de l'avant. Ça sent le 8 capable de jouer box-to-box, à voir s'il est capable de prendre sa chance et d'être décisif dans la surface de réparation. Il joue même en deuxième attaquant 10 là, même, sur Nice. Mais je pense qu'il a la capacité d'être un peu dans ce rôle de box-to-box. Voilà, sur des milieux modernes un peu là. De jeu, voilà. Il se crée une occasion d'ailleurs dans le match. Et puis il récupère énormément de ballons, il coupe bien les lignes de passe. Enfin, on en revient à l'intelligence de jeu. Totalement. Mais après, ce milieu, sera intéressant, moi je pense. Donc ça nous permet d'avoir le ballon, de jouer. C'est ce que veut Montagnier, quoi. Ça c'est clair, on est vraiment dans le principe de jeu. Il faudra voir. En phase défensive, comment ça va. Puis, moi j'avais l'impression sur les phases défensives, alors ça c'est plus l'impression du lendemain à la télé que sur le stadium, il y avait vraiment une sorte de comme ils jouaient avec une pointe basse avec Thuram, Shaibi ou Dalinga, en fonction de qui était dans la zone, ils essayaient d'aller lui casser les bonbons entre guillemets, quoi.
Et c'est pour ça qu'on a embêté Nice jusqu'à 20 minutes à la fin, quand on a commencé à être cuit tactiquement et qu'il n'y a plus que Shaibi pour faire ce pressing, que Dalinga a été cramé complet et qu'il n'arrivait plus. C'est là où on se retrouve en difficulté et c'est sur une action où Dalinga est en retard largement au pressing qu'on se fait transpercer parce que on facilite cette première passe rapide qui permet aux Niçois de nous prendre de vitesse et de faire que tout le monde est en retard, alors que jusque-là on était tellement bon et tellement en avance sur les pressings qu'ils étaient toujours obligés de rajouter 1 à 2 touches de balle qui ralentissaient les transmissions et qui faisaient que derrière on avait le temps de boucher les trous et de bloquer leurs attaques, parce qu'au final sur l'ensemble du match on n'est pas si souvent que ça mis en difficulté en fait. Non. Pour rebondir sur Shaibi, on a Amaury, donc il va lui faire gonfler un peu les chevilles. Il dit qu'il lui rappelle un peu Ben Yedder dans sa façon de distribuer, relayer et se placer. Donc c'est un bel hommage. C'est un bel hommage. Ludo, on t'a pas entendu, t'étais au match, on t'a pas encore interrogé. On parlait de Shaibi, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Toi, qu'est-ce que t'as pensé de la première de Dalinga, surtout parce que c'est quand même un peu la recrue phare, je mets des grandes guillemets sur la phare, mais c'est sa première, il arrive avec des très belles statistiques, il fait un premier but au stadium. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première titularisation de notre avant-centre? J'ai trouvé ça intéressant qu'il arrive à se créer des occasions déjà, parce que il avait l'air assez intégré dans l'équipe, dans la façon de jouer. Ce qui n'est pas évident toujours pour un premier match officiel. Puis voilà, il a réussi à jouer à faire son match comme s'il était dans l'équipe depuis quelques temps déjà, donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Après, pour parler du match en général, ce qui m'a frappé par rapport à la Ligue 2, je dirais que c'est la dimension physique et l'agressivité. C'est que vraiment, dans tous les duels, c'était une bagarre constante. Et on a senti qu'en fin de match, je ne sais pas si la chaleur a influencé, mais on sentait quand même, du coup, ça a baissé, parce que par rapport à la Ligue 2, c'est pas la même chose. On a clairement explosé, je trouve, dans le dernier quart d'heure. Et je te rejoins, Yves, d'ailleurs, quand tu dis que les changements étaient un peu tardifs et que peut-être nous coûte peut-être la victoire, je sais pas, on peut pas le savoir, mais je pense que ça a quand même quelque chose, c'est que à la 70e, quand j'ai revu le match, alors tu le vois clairement, t'as une chute de tension des Toulousains, ils ont plus le ballon, ils ont plus rien, c'est dur. Début de match, pas sûr que Brahimi passe 5 joueurs comme ça, sans se faire reprendre. C'est vrai. Après, et là, on fait preuve d'un peu de naïveté parce qu'il doit tomber avant. Il y a un moment où c'est le moment où il faut savoir faire la faute intelligente et stopper l'action. Ça, c'est un peu de naïveté. Ouais. Par contre, je voulais rebondir sur Dalinga, où moi, j'ai envie de dire qu'il m'a laissé sur ma faim, parce qu'effectivement, il y a cette première action qui met sur le poteau, il y a ce but. Mais après, j'ai eu l'impression qu'il a senti qu'il avait réussi son match en étant à ce niveau-là, et que ça a un peu inconsciemment, non pas de suffisance, mais un peu inconsciemment levé le pied, fait un peu moins d'efforts, parce que un peu peut-être cramé aussi, première, c'est bien. Alors je sais pas si c'était juste cramé, parce que c'est même en amont, après son but, j'ai trouvé que il a été moins tranchant, moins engagé dans les choses, un peu comme si pour une première, il avait peut-être du stress au démarrage, et il s'est dit c'est bon, là j'ai réussi ma première, et il aurait peut-être fallu qu'il reste un peu plus sous pression. Moi, je trouve que par rapport à son âge, moi je le trouve quand même assez. Il sera puissant, quoi, je pense. Il s'est quand même fait défoncer par Todibo tout le match. Après, on connaît Todibo aussi, et ça fait plaisir de le voir remonter à ce niveau-là, et qu'avec le fait d'enchaîner les matchs, il montre que c'est un joueur de bon niveau, et ça confirme ce qu'on disait à l'époque, que son choix de carrière lui a ruiné, 4-5 ans facile. Ouais. Mais Dalinga, moi je te rejoins un peu, parce que j'ai très apprécié le style de l'attaquant, toujours à se mettre hors jeu, à revenir décrocher avec des petits appels en banane et tout. Enfin, il pue la fougue du numéro 9, qui sait se placer, etc. Mais tu le vois sur le centre de Van Den Boomen. Totalement. Après, Dante, je suis niçois, Dante, je le pourris. Il est clairement fautif. Mais après, bon, tant mieux pour nous. Il est moins accrocheur que par exemple, que peut être fait Ricili, quoi. Tu vois, mais puis même, tu vois, sur le centre de Ngoumou, là, quand il dribble Boulka et que Todibo la sort de la tête. Pour moi, tu dois lui rentrer dedans. Todibo la sort pas de la tête, c'est lui qui la prend et Todibo la contre. Ah ouais? Ah oui. Ok, bon, pour moi, Todibo la sort. Pour moi, elle est contrée par Todibo. À revoir, pour moi, c'est Todibo qui la sort, parce que justement, je me suis dit, tiens, j'ai l'impression qu'il y va, mais
il met pas ça, il met pas ça à rage. Il est un peu compliqué à gérer, quoi. Non, bien sûr. Il y a entre deux Niçois. Mais 2-3 fois, des 3 duels où tu sens qu'il, t'as envie de lui dire, putain, allez, vas-y. Après, peut-être qu'on est mal habitué à Récili aussi, non, qui est comme un gros bourrin. Qui fait bon. Mais il marquera ses 10 buts dans la saison. Ouais, puis il est pas frais, je crois, quand même. Bah, il marquera ses 10 buts. Comme je sais pas, mais je pense qu'il marquera ses 12 buts dans la saison. Ce qui est sûr, c'est que voilà, ça a un peu moins de fighting spirit que Illy sur les choses, mais ça a beaucoup plus de ballons techniquement. Ouais. Donc voilà. Même dans l'intelligence de jeu, dans les déplacements. C'est fait pour ça. Après, j'aurais aimé voir Illy rentrer 10 minutes avant, en fait. Ouais. Avec la dalle, l'envie de prouver, et au moment où, dès qu'on a vu que Dalinga n'arrivait plus à accélérer, on change à ce moment-là. Pour moi, on a perdu 10 minutes qui auraient pu faire basculer le match dans l'autre sens, je pense. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre charnière centrale, Ro Nicolaisen? C'était un gros point d'interrogation sur ce début de saison. Mais moi, on combine très bien. Ouais. Moi, je trouve que c'est complètement adapté à notre jeu. Comme a dit, Nicolaisen a fait de très très gros progrès. Et puis on sent qu'il est sûr. Je sais pas. Très surpris par Nicolaisen. Il dégage quelque chose, quoi. Il dégage une assurance. Il est toujours bien placé au final. Il fait très peu de fautes. Il défend debout. Et puis beaucoup de calme dans les relances sous pression, etc. Alors que l'année dernière, dès que c'était un peu sous pression, et c'était très bien, hein, il balançait et puis on s'emmerdait pas, on se mettait pas en danger. Mais là, il y a eu des moments où, je dois avouer, j'ai un peu serré les fesses quand j'ai commencé à les voir jouer sur des petits jeux en triangle, une touche de balle depuis la surface de réparation avec 5 Niçois au pressing. J'étais pas serein. Et au final, ils l'ont fait super bien. On s'est jamais mis, quasiment jamais mis en danger, à part sur l'action avec Ratao au début. On n'a jamais été mis en danger. Ils l'ont pas fait qu'une fois, quoi. Ils l'ont fait plusieurs fois. Et même Dupé d'ailleurs. Moi, je mets Dupé dans le lot aussi. Dupé, son jeu au pied, il son jeu au pied, oui. Par contre, sur le but, il est extraordinairement passif quand même. Oui, mais moi, je parle de son jeu au pied là pour le coup. Sur son jeu au pied, je trouve qu'il s'est amélioré par rapport à l'année dernière. C'était un de ses gros défauts, et là, je trouve qu'il montre de meilleures choses. Ouais, il montre de meilleures choses. Messieurs, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce match. Vos tops, vos flops pour ce match? On vient d'en parler, donc je pense. Je ne sortirai pas Nicolaisen Ro, mais la défense centrale en général, hein, qui a bien muselé de l'or. D'ailleurs, on a Bernard là, qui le soulignait sur le live. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu exister. On a vu beaucoup de solidité dans cette défense-là, très rarement prise dans le dos. Enfin, ça renvoyait beaucoup de sérénité, quoi. Et après, un par ligne, je dirais Spearings, que je trouve assez bon jusqu'aux 20 dernières minutes. Et puis. L'animation côté droit aussi. C'est assez facile. Les tops, c'est le TEF pendant 70 minutes, et le flop, c'est le TEF cramé à partir de la 90e. Il n'y a pas grand monde qu'on peut ressortir ou quoi. Dupé, pour moi, il est fautif. Il est fautif sur le but parce qu'il est ultra passif. Et il t'en sort 2-3 quand même dans le match. Ouais, on fait l'action, on dit qu'il la sort, etc. Il y a coup franc avant, donc elle ne sert pas à grand chose. Et en plus. Ouais, coup franc après, sur la tête, il est hors jeu sur la deuxième action, pas sur la première. Sur la tête, il n'y a pas hors-jeu. C'est sur la deuxième qu'il y a hors-jeu. Ok, ouais, j'ai pas suivi. Après, je suis pas un grand fan de Dupé. Moi non plus, mais pour le coup. Parce que je suis objectif, je l'ai pas trouvé. Il a fait son taf, mais je l'ai pas trouvé hyper sollicité. Il n'a pas été hyper sollicité. Et sur le but, mais il bouge même pas, quoi. Alors que c'est quand même une frappe des 18 mètres. Il y a moyen de tenter un petit quelque chose au lieu de juste la regarder passer. C'est pas la première fois qu'on le voit dans cette attitude où la frappe part et tu vois qu'il fait tant pis, c'est pas ses buts. La frappe de Gouiri aussi, où la première il bouge pas. C'est ça. Souvent, il a ce défaut-là de. T'as l'impression de lâcher l'affaire. Un peu ce que je reproche aussi à Dalinga sur le match, tu vois, par moment, tu vois, se dire, tant pis. Alors que non, vas-y, joue le coup à fond, à la Jean-Claude Duss, quoi. Oublie que t'as aucune chance, et puis sur un malentendu, on sait jamais, quoi. Spearings dans les tops? Spearings, il a fait son match, Et le fautif, c'est compliqué de le mettre. Pour moi, alors tout le monde lui chie dessus en disant qu'il est fautif. Oui, ça va dans la zone, mais les premiers fautifs, c'est les mecs qui attaquent pas Brahimi. On est tous, tout le monde est fautif sur cette action. Ah ouais, tu peux pas dire Spearings est le seul fautif. Tout le monde est sur le reculoir, même la défense centrale pour une fois. Tout le monde, pour moi, ils sont 6 ou 7. Alors que c'est incompréhensible sur tes 18 mètres de continuer à reculer. Si des mecs sont là, avance, ils seront hors jeu. Ouais, c'est clair.
Donc, mais va au duel, c'est tout. Laisse pas percer. Mais là, comme tu ça. sens que T'es cramé. Que plus personne n'était lucide et Nice a fait la différence sur son banc qui était meilleur, beaucoup plus talentueux que le nôtre. On parle quand même de mecs qui ont joué la Ligue des Champions, quand nous on rentre avec des mecs qui sont champions de Ligue 2. Donc il y a un moment où qui joue en Australie, il y a un an, où c'est normal. Flop, messieurs. Moi les flops, je mettrais notre manque d'efficacité offensive. Parce qu'on peut mener 2-0, on peut mener 2-0 donc en première mi-temps, on peut mener 2-0 en milieu de seconde mi-temps. Et là, je pense que le match est gagné. Il y a le débordement d'Ngoumou là, qui est mal géré donc avec Dalinga, mais il y en a aussi un autre en seconde mi-temps où le centre d'Ngoumou, qui dépose barre, comme il a fait tout le match, et il centre et le ballon est derrière. Alors je crois qu'il doit y avoir Dalinga et l'autre c'est Ratao, je crois. Et après, ça essaie de recombiner. C'est pas s'il se loupe là, Tu sens que, en fait, dès qu'il a fait des gros efforts pour faire la différence comme d'hab, avec les conditions, il a plus le jus pour être lucide. Ouais. Mais tous les joueurs, qui ont fait des énormes efforts comme ça. Dessler, il pète en plein match parce que la chaleur, je pense, ça le tombe. Le flop, c'est ce but aussi qu'on prend, parce que comme me disait au début. Quand tu mènes un 0, il reste 10 minutes, ça fait chier de se faire égaliser. Après, dans les flops, je dirais aussi les remplaçants quand même. Abourlal, j'ai trouvé, il a servi à rien. Enfin, honnêtement, il a fait que des pertes de balles quasiment, et il a rien apporté. Et Jean Roux aussi qui m'a un peu déçu. J'ai du mal à les mettre dans des flops parce qu'ils rentrent, donc c'est compliqué de rentrer quand tu t'échauffes à peine sur le bord du terrain avec ces chaleurs. Et quand les mecs autour n'ont plus rien dans le sac, en fait. S'il n'y avait plus de solutions proposées, il n'y avait plus rien. Donc, j'en refais une entrée catastrophique. Et puis voilà, après, mais je n'ai pas noté plus que ça. Voilà. Moi, je pense que Jean-Rose, c'est, à mon avis, j'en sais rien, mais petit stress aussi de la Ligue 1, du machin. Et ce mec-là, il faudra quand même compter sur lui parce que là, pour lui, il fait un flop, il fait une mauvaise entrée. Je l'ai mis dans les flops. Mais il fera sa saison, il sera dans la rotation et il nous fera du bien. Mais j'allais dire le coaching plus avec des joueurs cramés qui auraient dû sortir avant. Et pourquoi justement, on en parlait un peu en off, Bibiche peut-être pour tenir le ballon dans le dernier quart d'heure, 10 dernières minutes, aurait peut-être été plus adapté à la physionomie du match. C'est un peu la grande question sur le coaching quand même. Pourquoi n'est-il pas rentré? Pour moi, il y en a d'autres. Pourquoi choisir Ili plutôt que Oneiwu qui a fait toute la préparation? Il y a pas mal de questions. Après, en soi, les mecs qui sont rentrés, c'est pas voilà. Pour moi, le problème, c'est qu'ils rentrent trop tard. C'est surtout ça. Mais après, je comprends aussi qu'il est tardé à les faire rentrer parce que quand tu as une organisation qui fonctionne, t'as un premier loupé, tu te dis c'est compliqué de tout changer. C'est un petit loupé, ça s'est bien passé, tout va bien. Est-ce que je bouscule au risque de déséquilibrer l'équipe, etc. Et par contre, on se rend compte que même si on prend ce but, que malgré les changements et les remplaçants que vous trouvez si moins bons que ça, on n'a pas coulé quoi. Non, bien sûr, mais contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, Niçois qui, quand ils ont changé, tu as senti un plus. Nous, on n'a pas senti ce plus et ça a même été pas un peu moins, mais pas aussi bien que ce qu'il y avait déjà sur le terrain. Quand tu fais rentrer Aaron Ramsey à la place de je ne sais plus qui, t'es quand même sur un niveau au-dessus, alors que nous, on savait que les remplaçants étaient un niveau en dessous de tes titulaires. C'est sûr. Et puis pas complètement prêt physiquement. Je veux dire, il avait une demi-heure à Clermont dans les pattes. Jean Roux, il est arrivé à milieu de prépa. Non, c'est... C'est bon, t'as fini. Jean Roux a précisé aussi, il rentrait d'Australie ou en Australie c'est l'hiver. Oui, c'est vrai. En tout cas, Jean Roux, j'ai lu beaucoup de choses sur les réseaux, donc les réseaux, on peut les ignorer, mais il y a quand même des choses qui se disent. Je trouve que les gens ont la mémoire courte quand même avec lui, franchement. C'est un joueur qui est jeune, qui franchement, il y a un an, il joue en Australie. Il est en constante progression et moi je pense que c'est un joueur qui va nous surprendre. C'est quand même lui qui nous donne le titre de champion l'année dernière. Je voulais finir avec ça, voilà. Messieurs, en tout cas, je pense que c'est un très bon point pris face à une équipe niçoise, une belle équipe niçoise. On commence cette Ligue 1 avec un point face à l'ancien top 5 quand même de la Ligue 1 de l'année dernière. Donc je pense qu'on va tous signer pour ça. Avant le match, tu signes pour ça et tu prends un point contre une équipe qui n'est pas de ton championnat. Ouais, totalement. Donc c'est un point gratuit. L'objectif, c'est de le bonifier avec Lorient et Troyes qui arrivent. Exactement, mon petit Nathan. Très belle transition puisqu'on va accueillir Benoît du Café Troyen avec nous.
Rentré, Jean-Roux, il va tenter quand même la frappe. Et derrière Et là, Jean-Roux. Salut Benoît, tu vas bien? Salut les gars, ça va et vous? Ça va, merci. Bienvenue à toi et merci d'être avec nous ce soir. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter qu'est-ce que le Café Troyen? Eh ben, le Café Troyen, c'est on va dire un média indépendant qu'on a créé avec deux amis autour de l'Estac, autour du club de Troyes. Et puis principalement, on va dire qu'on commente les matchs en direct, un peu à la manière de l'équipe 21 pendant les matchs de l'Estac et depuis la fin de saison dernière sur la chaîne Twitch du club directement. Oh ben, génial tout ça. Ouais. La prépa de Troyes, qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'Estac? Est-ce qu'il y a eu une bonne prépa, le mercato? Est-ce que tu peux nous dire un peu tout ça, nous faire un petit bilan du coup de cet été? Bah écoute, le bilan de cet été, il est pas fameux. Hein. Je vous avoue qu'à Troyes, la préparation, elle a pas trop rassuré les supporters. Pourtant, à la fin de la saison dernière, on était plein d'espoir sur la saison qui arrivait, avec un maintien acquis une journée avant la fin, une 15e place qui était plutôt prometteuse. Et puis cette prépa où on a perdu quelques joueurs majeurs pendant le mercato, on a fait plus de défaites que de victoires dans les matchs amicaux. Et puis surtout, on a encaissé pas mal de buts contre des équipes souvent soit une division en dessous de nous, soit des promus, comme ça a été le cas pour le TFC. Donc c'était pas très rassurant tout ça. Le mercato, vous avez eu des grosses recrues entre guillemets, enfin des recrues phares ou pas? Ah bah, en termes de recrues, on va dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de quantité pour l'instant. On attend encore des recrues à Troyes d'ici la fin du mois d'août. Mais il y a eu de bonnes recrues. Il y a eu Porozzo, le défenseur central équatorien, qui est un joueur qu'on connaît pas trop du côté de la France, mais qu'on connaît du côté du Portugal et qui est très prometteur, et ça se confirme sur les premiers matchs. Et puis on a eu Andreas Mousse, un Danois qu'on a recruté en provenance de Brondby au poste de latéral droit, et qui lui aussi montre déjà dans son premier match de belles qualités, notamment offensives. Donc voilà les deux, on va dire, principales recrues. Et puis Ike Ugbo, qui était déjà avec nous la saison dernière, l'attaquant canadien, qui a été lui recruté définitivement. Il est auprès de Genk, et là il a été recruté définitivement. Il nous a mis 6 buts en 12 matchs, donc on place pas mal d'espoir en lui pour cette saison. Avant qu'on enchaîne sur les points forts, les points faibles et tout, et parler un peu plus en profondeur du match qui nous attend samedi entre nos deux clubs, moi j'ai une petite question par rapport au projet qui se passe à Troyes avec ce fameux club satellite que vous êtes de Manchester City. Toi en tant que supporter, comment tu vis tout ça, et à Troyes, comment vous ressentez tout ce remue-ménage là? Bah, écoute, c'est vrai que quand on a vu arriver le City Group, c'était d'abord pour nous un peu rassurant, dans le sens où on savait que le club allait être vendu et qu'on n'avait aucune certitude sur qui allait reprendre ce club, est-ce que ça allait être solide. On avait déjà eu un rachat avorté en plus avec un actionnaire qui n'était pas du tout solide. Du coup, au départ, c'était quand même gage de sécurité, déjà financière et puis aussi sportif, puisque c'est quand même un groupe qui a 10 clubs avec un club majeur en première ligue. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que le projet, il est quand même solide, puisqu'on s'est maintenu en Ligue 1. On a fait des mercatos financièrement qu'on n'avait jamais fait dans l'histoire du club, avec des mercatos à 20 millions d'euros, par exemple, comme l'été dernier. Du coup, nous, le projet, on le voit plutôt positivement. Surtout que là, on s'aperçoit aussi qu'en interne, ça bouge pas mal en termes d'infrastructures. On refait les infrastructures des professionnels, on refait quelques infrastructures au niveau de l'académie. Donc non, ça bouge pas mal, c'est en train de se structurer. En tout cas, que des choses positives depuis l'arrivée du City Group. C'est toujours Monberts qui gère tout ça ou pas? Ouais, alors en fait, Monberts, il avait un rôle, on va dire, de consultant au départ. Ouais. Et puis, il est passé un peu, on va dire, presque directeur sportif de l'académie, on va dire. Et puis, maintenant, il est carrément entraîneur de l'équipe Pro D2, comme on appelle chez nous, c'est l'équipe réserve. C'est lui, on va dire, le garant que les nouveaux pros sont prêts pour intégrer l'équipe professionnelle. Okay. Bon, bah, écoute, merci pour cette précision. Vous avez des questions sur ça, les gars, ou on enchaîne? Donc, on va enchaîner, du coup, par rapport à samedi pas du tout, pardon, dimanche 15h. Dimanche, ouais. Donc, ça sera à 3. Quels sont vos points forts? Qu'est-ce qui va pouvoir nous faire du mal à nous, Toulousains, dimanche? Bah, écoute, je t'aurais dit avant la prépa, notre défense, parce que honnêtement, la défense... notamment la défense centrale troyenne sur la fin de saison dernière, c'était vraiment du béton, c'était hyper solide. Ouais. Et puis cette défense, elle a volé en éclats pendant la prépa.
Donc et encore là, dimanche contre Montpellier, on prend 3 buts. Du coup, je te dis plus la défense, mais j'aurais tendance plutôt à dire aujourd'hui la continuité en règle générale, c'est-à-dire qu'on a un groupe qui n'a pas beaucoup évolué avec le mercato et on a gardé quand même nos principaux éléments forts, la colonne vertébrale, notamment notre milieu de terrain avec Kouamé, Tardieu et Chavalrin, qui ont été 3 éléments très importants la saison dernière. Donc j'aurais tendance à dire que le principal point fort de l'équipe, c'est la continuité avec une colonne vertébrale qui est restée. Et vos points faibles? Les points faibles, alors du coup je vais te dire la défense par rapport à ce qu'on a vu en prépa et sur le match de Montpellier, la défense et même Gauthier Gallon, notre gardien, qui était très très solide la saison dernière, qui nous a pas forcément rassurés sur ce match de Montpellier. Et puis pour l'instant aussi notre attaque, parce que notre attaque, on n'a pas vraiment trouvé ce buteur qui va nous mettre 10-12 buts dans la saison. Même si Mama Baldé fait un super match contre Montpellier, on va dire que depuis qu'il est à 3, ça fait maintenant un peu plus d'1 an, c'est son 2e bon match qu'on voit ici. Donc on laisse pas beaucoup d'espoir sur Mama Baldé, même si j'espère me tromper. Et puis voilà, je te disais, le mercato, ça n'a pas été très prolifique en termes de renfort offensif. Donc peut-être qu'on a une attaque qui est pas encore 100% sûre, quoi. Après, le mercato n'est pas encore fini. Ouais, c'est pas fini, c'est sûr. Ça va bouger et puis c'est un peu une constante. Hein, j'ai l'impression en Ligue 1, les recrues tardent à arriver un peu dans tous les clubs, donc on s'inquiète pas trop non plus là-dessus. Ton regard sur le TFC de Troyes, c'est quoi? Comment tu nous vois au Toulousain? Bah, je t'avoue que même si du côté troyen, on a fait un bon match contre Montpellier, qu'on a quand même quelques certitudes sur ce premier match, je suis pas super rassuré d'entamer la saison à domicile face au TFC, que je vois comme un promu, on va dire, qui retrouve sa place en Ligue 1, une place logique en Ligue 1, et puis qui arrive en fait sur une super dynamique, avec ce titre de champion la saison dernière, ce match face à Nice, où comme vous le disiez juste avant, vous êtes quand même pas passé loin d'un gros coup en entame du championnat. Du coup, je me dis que cette dynamique-là, elle peut porter le TFC. Et puis, je sais pas si vous voyez ça comme moi, mais il y a toujours un peu une équipe, un promu qui fait un peu office de tube de l'été sur le mois d'août. Et l'année dernière, c'était Clermont qui a enchaîné les bons résultats. Et là, je me dis que cette année, vu que Ajaccio a perdu, Auxerre a perdu, peut-être que ça peut être le TFC. J'espère me tromper et qu'il y aura un premier coup d'arrêt dimanche, mais ça peut être le tube de l'été. On a souvent été le tube de l'été en plus, donc nous on signe direct. Hein. Ouais, c'est clair. Non, mais ça peut être le cas. Franchement, c'est comme je disais, une super dynamique. Là, j'ai vu les images de Nice, Dalinga, le nouveau devant, c'est pas mal quand même. Hein. Ça montre de belles qualités déjà sur le premier match. Avec, c'est pareil, le milieu de terrain qui a pas trop évolué avec Van Den Boomen et Spearings qui sont restés et qui performent déjà. Donc je me dis que ça peut faire un peu peur quand même, le TEF comme promu. Est-ce que tu es d'accord si on te dit ici que notre championnat, entre nous comme vous, c'est ce genre de match dimanche, il y a le PSG, l'OM, Lyon, etc. qui sont, on va dire, au-dessus, et que, sachant que cette année, il y a 4 descentes, nous, notre championnat, ça va être face à vous, face à Lorient, face à Angers, Clermont, Auxerre, Ajaccio, etc. Est-ce que tu es d'accord quand on dit ça, ou tu te dis non, quand même, 3, on a passé un cap et on peut viser peut-être autre chose que ça? Non, vraiment, là, pour le coup, je suis d'accord avec vous. On va pas se voiler, on va pas se voir plus beau qu'on l'est. Ça faisait, je crois, 20 ans qu'on s'était pas maintenu 2 saisons de suite en Ligue 1. Donc on est déjà très content d'en enchaîner une deuxième. Et là, avec les 4 descentes, en fait, c'est comme si on s'était pas vraiment maintenu. On sait qu'on repart au charbon et que ça va être encore une longue saison. Donc je suis 100% d'accord quand vous dites qu'on sera dans le même championnat cette année pour le maintien. Est-ce qu'il y a un joueur du TEF que tu voudrais avoir à 3? Absolument. Si tu devrais en choisir un seul. Comme ça, je dirais Van Den Boomen parce que j'aime vraiment ce joueur. Voilà, bizarre. De quoi? Bizarre que tu nous sortes Van Den Boomen. Ouais, non, mais c'est vrai que pour tout vous dire, j'ai pas non plus suivi toute la saison du TEF la saison dernière. Là, j'ai entendu parler des bons joueurs comme tout bon suiveur du football français. Mais c'est vrai que pour avoir vu aussi les images de Nice, il a fait un gros match et je trouve que c'est un joueur élégant qui a une belle vision du jeu et on le voit encore sur la passe décisive qu'il envoie à Dalinga. Donc bon, je trouve que c'est un beau joueur. C'est un très très bon joueur, on te le confirme. On va faire les pronos, les gars. On va terminer par toi, Benoît, parce que je pense que sinon ça va pas du tout être équilibré de toute manière. Messieurs, Nathan, tu commences par quoi comme prono pour dimanche? Un petit 2-0 pour la confiance. Là. Petit Ratao,
et Roux, sur coup de pied arrêté. Moi, je vais être simple. On prend un 1-0, ce sera largement suffisant. Et pour le buteur, Spearings à 25 mètres. Ça m'avait manqué, Yves. Ça m'avait manqué. Ludo, je dirais 3-1 pour Toulouse, avec un petit but de Van den Boomen quand même. Et puis, je vois bien Eli qui revient et qui marque un but aussi. Pourquoi pas. Elliot, ça fait que 2. Ouais, le dernier, elle a une petite tête de Nicolas Hyssen. La côte est belle. Elliot, je dirais 2-0 pour le TFC avec un but d'Alinga et un autre de... allez. Begraoui. Non, c'est original, Van den Boomen. Fred. Ouais, c'est deux équipes qui vont jouer, il y aura des buts. Ouais, 3-2 pour Toulouse. Ouais. Les buteurs. Ça veut dire qu'on prend 6 buts en 2 matchs. Oui, tu as dit que la défense était faible. Bah ouais, c'est vrai. Et les buteurs, les Ratao, un petit Silla. Ouf, grosse cote. Silla, il marque en décembre. Les matchs de mercredi en décembre, cette année, il y a la Coupe du Monde, c'est compliqué. Allez, Dalinga dans la continuité. Benoît, il va falloir équilibrer tout ça, là. Il n'y a que des victoires du TEF. Et après, pour 3, je vois bien Florent Tardieu. Un petit doublé de Tardieu. Ça me va, le doublé de Tardieu. Je le prends aussi. Ouais. Parce que c'est un joueur qui est sous-côté, tu vois. Si tu prends la défaite et le 3-2, moi ça me va. On en reste là et on ne joue pas dimanche. Ne me faites pas dire ça, j'ai le doublé de Tardieu. Non, mais Tardieu, c'est le genre de joueur que tu n'entends pas parler, mais partout où il joue, dans n'importe quel club, c'est 30 matchs par saison, et puis voilà, quoi. Du moment qu'il nous fait comme Geoffrey Cuffo, ça me va. Benoît, on t'écoute. Sinon, pour mon pronostic, je vais pas être trop gourmand, et comme je vous ai dit, je suis pas 100% serein, donc je verrai un 2-1 pour les stacks. Je pense qu'on va prendre un but parce que on n'est pas 100% serein. Et puis 2-1 parce que j'espère qu'on aura Ike Ugbo, notre attaquant, on va dire vedette, qui va démarrer la saison à domicile et qui va nous mettre un but et puis un deuxième but de Flo Tardieu. Allez, je vous rejoins là-dessus. Ça marche. Merci en tout cas, merci beaucoup Benoît d'être intervenu avec nous ce soir. On en sait un peu plus du coup sur les stacks. On te souhaite une très très belle saison et on vous recontactera sûrement pour le match retour pour faire un petit point de là où on sent nos deux clubs. Allez, ça marche, le rendez-vous est pris. Allez, bon match pour dimanche, que le meilleur gagne bien sûr, et très belle saison à toi. Yes, bonne soirée les gars, salut. Ciao. Salut. Allez, on va enchaîner maintenant pour les quelques minutes qui nous restent avec l'interview supporter. Elmander dans la surface, 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet. Voilà, le bon ballon pour Elmander, la frappe d'Elmander. Qu'est-ce que j'aime ce jingle. Là, c'est pas. Ah ouais, j'adore. Ludo, c'est ton moment. C'était minute à toi. Quel âge tu as pour commencer? Alors j'ai 19 ans. Depuis combien de temps tu supportes le TEF? Depuis, on va dire 7-8 ans à peu près, ouais. Ah, pas mal. Ouais, fait supporter. À la base, je viens pas de Toulouse, donc je suis là pour les études, donc je venais pas voir de match ou quoi, je suivais les résultats surtout. Puis après, depuis 2 ans, je suis à Toulouse pour les études, donc je suis abonné et je viens au stade quasiment tous les week-ends. En STAPS? L'année prochaine, là j'étais en génie mécanique et j'ai fait un DUT et l'année prochaine je rentre en STAPS. Comment es-tu devenu supporter du TFC du coup? Parce que je viens du Tarn, c'est le club de la région, donc logiquement c'est le club que je me suis mis à suivre parce que c'est le club près de chez moi. Tu supportes pas l'US Albi en R1? Je pourrais, mais bon, c'est pas le même niveau. Donc, Quel était ton premier match au Stadium? C'était Toulouse-Monaco en 2014. On avait perdu 2-0. Le retourné de Kurzawa? Non, c'est pas cette année. Il y avait un but de Berbatov et je me rappelle plus. C'est possible alors. Ton meilleur souvenir et pourquoi? J'hésite entre les 2 envahissements de terrain. Je vais dire les deux. C'était super dans les 2 cas. Pouvoir courir comme ça, d'abord en montant en Ligue 1 puis en étant champion, c'était un truc de fou, franchement. Tu m'étonnes. Ton pire souvenir et pourquoi? Pire souvenir, c'était la défaite face à Caen là, quand j'étais au Stadium l'année dernière. Ça c'est pour quand j'étais au stade, et puis sinon je dirais en général la saison on est descendu il y a 2 ans parce que c'était une saison pourrie, voilà.
D'ailleurs, on n'a toujours pas gagné en Ligue 1 depuis le dernier TFC Lille de Cambouré. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver? Je dirais Ben Yedder, mais après, celui que j'admire vraiment, je dirais que c'est Braithwaite, parce que j'admire le fait qu'il soit arrivé, qu'il soit passé quand même de Toulouse au Barça, c'est pas commun. Et quand il était à Toulouse, personne n'aurait cru qu'il finirait au Barça. Et vu que j'adore le Barça aussi, j'ai un faible aussi pour lui. Même lui-même, je crois qu'il. Allez, pour finir, si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Qui c'est que tu aimerais incarner? Ngoumou. Ouais, clairement, parce que je fais de l'athlétisme et je fais du sprint, alors voilà, courir tout droit. Voilà, c'est ça. Ouais, ça marche. Bah écoute, merci Ludo. Merci pour d'avoir répondu présent déjà. Bravo pour la carte d'ICA. Messieurs, merci à vous, merci Yves, merci Nathan, merci Fred. Ouais. On se retrouve du coup mardi prochain pour débriefer ce 3 TFC. Merci à Elliot, à la technique aussi. On embrasse les absents Auxence, Mehdi et Vincent. Vous inquiétez pas, tout se déroule bien quand vous n'êtes pas là. Allez, ciao, bisous à tous et bonne soirée à tous. Ciao. Salut.